c'est vrai que c'est un sujet extrêmement transversal. Vous l'avez vu dans la loi elle-même, puisque vous êtes de ceux qui avaient accompagné cette loi. Le principal reproche, les moyens ne sont pas à la hauteur. Et j'ai exprimé en simplicité, comme je le fais régulièrement, que moi-même, si on m'avait donné 6 milliards, je savais les utiliser. Mais que je saluais le volontarisme du gouvernement, et en particulier du chef du gouvernement, Jean-Marc Ayrault, qui a su imposer que dans une période où on fait 50 milliards d'économies, on répond à une ambition qui, au contraire, sous le quinquennat précédent, a été écartée, alors qu'il y avait plus d'argent et moins d'ingénieurs. Donc, nous saluons cette volonté et cet effort de la solidarité nationale. J'ai présenté, bien sûr, le fil rouge de la loi, la place et le rôle des âgés, magnifier, faciliter, valoriser la place et penser aussi la place et le rôle des âgés dans la société, qui est un impensé politique malheureusement très fort et sur lequel je crois nous avons fait une avancée. Installer vraiment une culture d'autonomie que portera, j'en suis sûr, de manière très consubstantielle presque ma génération, faire de l'âge une opportunité, y compris une opportunité économique, par le biais de la silver économique sur tous ces aspects, et pour autant mettre les âgés à l'abri des excès du marché. Car ce n'est pas, par exemple, une remarque a été de faire une charte éthique des objets de la silver économie, en fait de la silver économie, où nous allons répondre par une labellisation des produits qui répondent à certaines exigences et montrent que nous ne prenons pas les âgés pour des goûts. Le quatrième verbe du fil rouge, c'est bien sûr faire le choix de la solidarité nationale. Deuxième remarque négative, je parle que des négatives, c'est d'avoir choisi de faire 2 temps législatifs. Eh bien, très simplement dit, si dans l'enveloppe qui était allouée, nous avions voulu tout faire, nous aurions fait un sous-outrage insignifiant, sans croire en tout cas qu'il n'aurait pas changé la vie des gens. Tandis que nous avons des mesures qui seront des vraies avancées concrètes pour les Français qui n'attendent que ça. Et la période le montre. Ils veulent des résultats, ils veulent des choses dont ils s'aperçoivent dans leur porte-monnaie. Eh bien, une augmentation de l'APA globalement de 15% et pour les faibles revenus avec forte perte d'autonomie jusqu'à 60% d'augmentation, c'est concret. Un droit au répit financé pour les aidants, c'est concret. Un accès aux aides techniques financées pour les plus faibles revenus, c'est concret. Donc voilà des adaptations du logement, des aides à l'adaptation au logement élargies, augmentées en nombre de logements qui seront adaptés. Et deuxièmement, élargies à la domotique. C'est concret aussi. Donc voilà la réponse, c'est que dans l'État, nous avons préféré privilégier le domicile, et ça tout le monde l'a salué, en disant que le domicile devait être mis au cœur des politiques publiques, ce qui veut dire que ça a beaucoup de sens, ça a l'air d'une formule comme ça, qu'à la fois sur le domicile doit être un lieu de santé, le domicile doit être un lieu d'autonomie, le domicile doit être un lieu de proximité, de lien social, etc. etc. Donc, le champ de remarque le plus fort a été
sur ce volet financier. Les partenaires syndicaux ont mis en avant deux points. Il ne faut pas que le bénévolat, et en particulier au travers de l'OLALISA, vienne en remplacement des professionnels, et ça, il n'en est pas question. Cela fait partie de la charte de l'OLALISA. Le travail d'un bénévole qui lutte contre l'isolement n'est aucunement de se substituer à un professionnel. Il est là en tant qu'ami, en tant que citoyen, en tant que proche, en tant que proche fraternel. Voilà le mot que j'ai utilisé en disant que c'est la fraternité au sens de Villon ou au sens de la République. Deuxième remarque a été aussi sur le baluchonnage, qui, vous savez, c'est un point secondaire, mais qui va être utilisé en expérimentation et dont les partenaires syndicaux veulent en effet pouvoir encadrer le modèle, puisque dans l'État, ça impose qu'on déroge au droit du travail. Et j'ai fait valoir, et je le pense profondément, puisque j'ai fait quand même 45 ans de médecine hospitalière, ça apprend ça, que les gens qui ont besoin de baluchonnage, c'est-à-dire des aides, une présence à domicile 24 heures sur 24, ce sont des malades. Ce sont des malades d'Alzheimer, plus souvent, enfin de maladies dégénératives. Et ceux-là, si on met 3 personnes par 24 heures, non seulement ça n'est pas financièrement soutenable, les 3 nuits, mais c'est perturbant. Et je donne un exemple très concret et que je connais bien. Il faut que la personne qui couche, la vieille dame, soit la même que celle qui la lève. Vous voyez, qu'ils n'aient pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la nuit. Donc c'est des choses qu'il faut peser au regard de l'activité. Donc tout ça, donc, je plaiderai auprès des partenaires sociaux pour 2 tranches de 12 heures. Et que ça permette de faire ces périodes de passage de manière harmonieuse et non brutalisée. Donc voilà des exemples. Je vais peut-être plutôt répondre à vos questions si vous en avez. Donc le score est considéré comme plébiscitaire par le président de section, mais malgré cela, les remarques ont été précises, bien documentées, et globalement, pas globalement, moi je ne peux que saluer à la fois l'accueil de ce texte et le partenariat qu'on a eu d'audition, une première audition, une deuxième audition de la ministre, et une troisième maintenant. Et vraiment, ils ont auditionné aussi beaucoup de personnes, les commissions, ont fait venir des personnalités extérieures pour pouvoir recueillir des avis. Et donc, je pense qu'ils ont vraiment fait un travail solide. Vraiment, je le pense vraiment. Avec un bel engagement sur le sujet. Tous montraient qu'ils étaient contents de l'avoir fait. C'était une belle loi qui fait un pas en avant. Et un pas inéluctable et irréversible.